voulais juste faire un petit arrêt C'est... sur. C'est tout bon, je balance ton écran. Ouais, vas-y. All good. C'est vraiment une seconde. Tu t'es émerveillé devant la fenêtre qui ressemblait à une vidéo où tu pouvais copier-coller. Ça s'appelle Askinema. C'est trop bien. Mais j'utilisais il y a longtemps et j'en suis revenu parce que c'était clairement pas autant au point que maintenant, je pense. Ah, c'est trop cool. J'ai vu ça dans un article. J'étais fasciné. J'étais attends, quoi? Il y a une vidéo et je peux copier-coller dedans. Bah. Ça, c'est la méthode propre, mais ensuite t'as la méthode bourrin avec NormCap. C'est quoi NormCap? Vas-y, ouvre un petit GitHub avec NormCap et fais peut-être un coup de zoom Yes. Allez. pour notre peuple. Nice. Ok. Bon, ça va être en full screen. On peut le mettre en full screen. Dinguerie. Oui. Et NormCap. Après, là, c'est parce que c'est le bon ratio, hein, mais. Un package, j'avoue que je serais allé sur Linux de base, mais concrètement, c'est un binaire. Enfin, sur GitHub, excuse-moi. Globalement, c'est un binaire, Golang ou Rust, je sais plus trop, où t'as un peu le même fonctionnement Avec que de Screenshot. l'OCR. Et oui. Donc, tu fais ton screenshot et ça va d'office te faire une passe d'OCR dessus et d'office te le mettre dans ta clipboard. Donc, c'est littéralement un CTRL-C sur une image, mais pour choper le texte. C'est trop cool. C'est assez sympa, la démo est assez cool. Je sais pas si... Ouais. À Skinema, moi j'avais trouvé ça sur un tuto où tu faisais commande par commande et tout. Enfin bref, c'était le futur quoi. T'avais les outputs des commandes, t'avais ton petit terminal à côté. Trop cool. Alors moi je vais parler de quelqu'un qui a étudié encore un nouveau moyen de faire des XSS. Moi, nouveau, je sais pas. Voilà, moi j'aime bien les XSS, ça me fait marrer. Même si c'est du front et que ça plaît pas à la Lucas. ISO. Donc il y a un moyen de bypass certains parseurs qui est assez connu, qui est de le faire avec des caractères Unicode. Des caractères Unicode qui, selon les parseurs, peuvent être transformés ou interprétés comme des chevrons, puisque c'est généralement ce qu'on va chercher dans une XSS pour sortir d'une string, d'un tag. Hein. Ou truncate, ou replace, ou normaliser. Ouais, voilà. Les emojis caca. Les emojis caca dans les payloads de XSS. Comme ça, t'es tri-edger et en plus, tu te fais vraiment chier dessus. C'est un plaisir. Ou alors tu mets des petits emojis cœur. Oui. Donc bon, il donne un lab, mais les XSS avec des caractères Unicode, c'est assez connu. Hein. On va utiliser le chevron large, alors je sais pas comment il s'appelle, full width less than sign. Donc c'est juste un chevron qui fait toute la taille d'un caractère Unicode. Et quand on va utiliser, pas mal de libs standards vont sanitiser ça, sanitiser non, vont traduire ça en un chevron, donc le vrai, le OG, le ASCII. Et donc ça permet assez régulièrement d'escape quoi. Et donc là, moi, ce que j'ai trouvé de nouveau, c'était en fait le fait qu'il utilise une combinaison de plusieurs caractères Unicode. Peut-être que c'était très connu, mais quand il va ajouter plusieurs caractères Unicode qui sont pas nécessairement des chevrons, les parseurs en fait vont voir que le A accent grave à côté du CCD avec un chapeau et du underscore largeur complète Unicode, il va dire c'est un chevron ça, et il va transformer ça en chevron full width, et donc ça peut, si derrière le parseur il comprend que le chevron Unicode c'est le même que le chevron ASCII, il peut interpréter ça comme un script valide. Ce qui est horrible, c'est que t'as ça sur les parseurs qui essaient de nettoyer un peu ta payload, mais t'as aussi ça sur ceux qui essayent derrière de les val, ou en tout cas de la régénérer, et qui des fois vont se dire ah bah ça, c'est pas genre, je l'ai pas matché en tant que dangereux, c'est vraiment que je le vois avec une balise ajoutée en tant que on sort du contexte, donc ça redevient safe. C'est un peu le double effet qui se coule. Ouais, c'est un peu comment dire, du double URL encode, mais du double Unicode.
En code. Là, c'est quand même des caractères valides qu'ils mettent en Unicode ou c'est des caractères avec un padding ou un encoding invalide pour que ça cache de la donnée post-nettoyage? C'est vraiment les deux techniques et C'est une bonne question. c'est assez relou à tester. C'est une bonne question. Je sais pas si c'est des caractères valides. Alors je crois que dans certains cas, ouais, je crois que ce sont des caractères valides. Après, tu peux tenter, hein, tu echo-e, tu mets ça en double quote dans un shell et si Ouais, je suis ta sur un machine Windows. marche toujours. Ah, Ouais, Cyberchef? désolé. Ah ouais, Cyberchef, ça marche. T'embête pas, Ouais, allez. il nous reste pas mal d'articles. Ok, tout y ça faire. marche. Bah, moi, les deux derniers ils sont courts, donc après je suis ok. Donc celui-ci, c'est un rapport qui est tombé sur le bug bounty de Portswigger. Et le gars il commence en disant: j'allais ne pas le report parce que je pensais que ça faisait partie d'un des labs, les labs Portswigger. Mais d'après ma première analyse, le rapport me semble valide. Et donc le gars est allé sur portswigger.net/cms/audioitems/LFR. Donc en plus, bah, le serveur le serveur web il tournait en tant que root évidemment, donc il a pu lire directement Etsy Shadow. GG. Ils ont tellement dû se dire haha, quoi? Et donc, tu vas trop vite, regarde. Premier message, donc attends, on va suivre l'heure. 7h26 du matin. Premier message, 8h06 à l'embauche. Thanks for the report. That doesn't look good. We'll investigate right away. 10 minutes Surtout plus que tard. t'as quand même Albino Wax qui te répond ça, c'est pas n'importe qui. Écoutez, on va regarder. That doesn't look good. Donc 10 minutes plus tard, triage. 1 heure plus tard, nous avons release un hotfix en prod. Dis-nous si tu arrives à le bypass. On avait une typo dans la validation des passes, blablabla. Lui, 7 minutes plus tard, il dit: j'arrive pas à le bypass avec des techniques normales, mais quand vous aurez le fixe définitif, je retesterai avec plaisir. Bon bref, après du blabla de bug bounty classique. Et en fait, bah, le tout s'est fait en 2 heures de temps. Puisque la fin c'est à 10h30. Reward, je crois que c'était 5K. Mais je l'avais vu dans un article, je le vois pas sur HackerOne. Je contrôle F euro ou dollar. Mais sinon, c'est pas bien grave. En vrai, t'as un peu de thunes en bonus, mais t'as la faille. T'as file read Portswigger, ça fait plaisir quand même. Et en route. En route, et t'as pu lire un petit shadow. Donc, marrant. Et le dernier c'est linuxcommand.org. Je sais pas si c'est connu, j'en ai aucune idée. Je suis tombé dessus. J'en parlais dans la voiture en rentrant de CTF avec des potes et je leur disais: les gars, moi je connais quelqu'un en bash, il sait tout faire. Il sait pas tout faire, mais il va super vite. C'est Pentium. Je connais pas Pentium, mais bon, il est présent sur le stream. Et je leur ai dit: les gars, faites du bash quoi. Quand je le vois faire, je me dis vas-y, c'est bon, moi aussi il faut que je me mette au bash. Donc je suis tombé là-dessus. Apparemment il y a un bouquin. Mais bah c'est cool, c'est que des petits tutos en fait. Et ça commence par un peu les mêmes problèmes que moi j'ai eu quand j'ai commencé Epitech. C'était ah ouais, vas-y, il faut que je fasse problématique. Je dois chercher la taille de tous les fichiers à partir d'un point dans mon file system récursivement. Tu veux un quiz. Tu veux un quiz de questions rigolotes, utiles et qui te force à bash kung footer ou lire le man pour avoir les bons arguments. Ouais, les deux. Ouais. Et je mets 2 heures facile à faire mon petit script, mon petit programme en C qui va le faire. Alors effectivement, il va le faire en 1 milliseconde et parser tout mon file system. Mais sauf que j'ai mis 2 heures à le faire, donc bon. Ah, le bash kung fu, c'est quand même assez ouf. Hein. Voilà. Et en fait, bah, c'est le site est pas très beau, il est
un petit peu vieux, mais tout est pertinent en fait. Tel est le kernel finalement. Tel est le carnet. Bah, pas très beau, un petit peu vieux, mais il fait quand même un taf de ouf. Un taf incroyable. Ouais. Merci le bâche. Après, dans la même veine, je sais pas si vous connaissez Shell Check. Ouais. Shell check Ouais. et explain shell. Donc shell check, check comme sécu et syntaxe de ton shell. Et Ouais. explain shell, prends ta commande de DU que tu avais juste avant si tu veux bien. Parce que ça, c'est pour ceux qui connaissent pas, pour les débutants, c'est vraiment un truc à conseiller, c'est incroyable. Comment t'as dit? Explain shell. J'ai l'impression que c'est explain.shell, mais tu mets juste les deux mots et ça va trouver. C'est vraiment pépite. Donc là, bam, bam. Bam. Et zoom à max. Explique-moi tout. Zoom, zoom, zoom. Ouais. Et juste en hover, bah, ça sort les bons man, les bons chevrons, comment est-ce que ça marche. Bon, par contre, des fois, il faut décortiquer. Genre, si vous avez une commande entre double quotes dans une commande, bah, ça va juste dire ça fait le truc. Et derrière, faut extraire et refaire. Mais le gain de temps est quand même assez ouf. Il y a un inconvénient, par contre, c'est que ça vous force pas à lire le man. Donc, vous avez que ce que vous utilisez et pas ce qui pourrait vous simplifier la vie. Donc, prenez le temps, lire des man. C'est bien aussi. Yep. Voilà. C'est tout pour mes articles. Très bien, je prends 2 secondes pour récupérer ce que notre cher copain Doc Gambit m'a envoyé pour penser à le faire plus tard. C'était pas un DM ça, c'est pas un DM. Alors, je te repique l'écran, forcément faut que je repartage le mien. Moi je retourne mourir à plus. Enjoy. C'est bon, je t'ai repiqué l'écran. Tu peux le share. Alors, on enchaîne, il ne reste pas beaucoup. On enchaîne par une masterclass des pirates où ils font un article avec une petite vidéo de hahaha sous Kabliat. On vous a récupéré, volé votre drapeau. Et j'ai aucun contexte. Je ne sais pas si c'est un CTF qu'ils ont fait, qu'ils ont reçu, si c'est un truc entre 2 équipes, si c'est juste. Vous avez pas. Enfin, je sais que tu sais de. Meurs un peu, mais quand tu as fini de mourir, tu sais de quoi d'où vient cette masterclass? Quel est le contexte? Pas plus que moi? Absolument pas. Naga? Non? Ok, et ben vous aurez ça en tant que bouteille à la mer. C'est trop cool parce que il y a quelqu'un qui vient, qui les menace, qui vole leur drapeau. Ça commence avec un petit peu d'osint pour aller retrouver un lieu, pour aller retrouver une carte, pour aller retrouver un site de rando, pour aller retrouver un avis de rando qui leak un pseudo, qui leak autre chose, qui fait lien avec un Twitter, qui fait le lien avec une clé de jeu. Ah oui, si, une user ID Discord qui permet de rotate et passer sur un deuxième pseudo, qui est un GitHub, qui permet de choper une adresse Ethereum de type privé, plus 2 sites. Via ces sites, voir qu'ils sont down, voir qu'il y a, vu que y a de l'Ethereum, un système de contrat, de mise aux enchères, qu'il est vulné à base de réentrancy, mais qu'il y a quand même des bots qui vont interagir avec ce contrat, donc il faut arriver à commencer à le taper, avoir une interaction de bot et race pour pouvoir take over le contrat, le tout en volant les thunes parce qu'il y avait quand même une clé dedans. Privé, réseau de test bien sûr, on ne manipule pas encore ces sommes-là dans la sécu, bientôt. Donc il exploit, il le vide, il tège l'action et il finit par voler donc ce contrat. Section un peu longue. Quand il arrive sur auction, ce qu'ils disent... Ok, ils ont remporté la mise aux enchères, mais en fait c'était un scam, et par contre voilà un premier flag. Ils ont un flag, ce flag est utilisé pour retrouver quelque chose sur Reddit et pivoter, qui permet de voir ensuite un Telegram qui a le même numéro, ou en tout cas même login identifiant que sur Reddit, qui permet de pivoter sur Flickr, qui permet de ensuite choper une image qui avait été postée, image qui via les CVE de crop mal fait, permet de récupérer un contenu hors de l'image. Donc il y avait ça sous Android pour les pixels, il y avait eu ça sous Windows 10.11, ça affectait les PNG et les GIFs. Il se trouve que c'est un GIF qui trouve un tool pour récupérer le contenu manquant. Contenu manquant qui leur donne un numéro de téléphone partiellement censuré. Ils utilisent une CVE pour faire le link sur Telegram et refaire le lien, donc énumérer les 3 digits, donc les 1000 numéros manquants de Telegram pour choper les pseudos et donc refaire le lien avec le numéro entier. Avec le numéro entier, Google sur Internet, voir que c'est un attaquant qui a été suspecté, que quelqu'un a mis en ligne
un enregistrement d'un appel avec ce numéro de type relou, Vocaroo, que je connaissais pas, qui permet d'avoir des bouts de record facilement et de les partager, qui permet de faire pas grand chose si ce n'est utiliser la fréquence 89.5. Ils savent pas ce que c'est, dommage. Du coup, ils ont creusé, ils sont retournés sur un site, Wayback Machine, aucune piste, Archive Today que je connaissais même pas, paf, ce coup-ci ça trigger. Ça leur donne une ancienne version de Reddit avec un commentaire un poil différent dessus, qui était supprimé sur le post actuel. Post qui donne une adresse en .oignon qui redirige sur un site où ça trash talk un peu, mais qui est tout à fait fonctionnel. Avec un système d'upload de mèmes. Upload de mèmes qui est utilisé pour aller maltraiter du e-magic et choper des posts par IDOR. Donc IDOR, ok pour les posts, puis envoyer une bombe en... Ils ont déjà parlé de la ligne code source. Je suis emmêlé. Donc une IDOR, choper les posts. Via les posts, choper un bout de zip qui contient le code source d'une bombe et d'un coffre. Cool. Mais aussi un pass de chemin absolu, donc l'ACE de Imagic qui utilise un point profile qui pointe sur un fichier pour demander de l'inclure en tant que flux d'hexadécimal dans le fichier final, pour lire le fichier, donc choper le plan d'un bâtiment et le plan d'une bombe, pour... Je connais ce bâtiment. Moi pas, c'est où? C'est mon école. Ok. Il y avait des noms aussi, Alexander Dubois, ça me fait penser à quelqu'un dans mon école. Bon, ok. Depuis le début. Ok. Du coup, ça continue à taunter sur le drapeau des pirates. Du coup, ça part sur un système de captation de la bonne fréquence. Ils trouvent pas grand-chose d'intéressant au début, mais après, je la fréquence. Ils retrouvent le dossier parce qu'ils ont réussi à craquer un petit peu des trucs. Ils retrouvent le coffre en question avec la bombe. Ils finissent par faire du dump de firmware. Ça passe un peu plus low level, par voir un peu comment la connexion réseau Wi-Fi est gérée. De mémoire, dumper l'arme de la flash, ok. Parcelle image de SP32, ok. Je sais plus, il y a trop d'étapes. Dans tout le cas, ils arrivent à retrouver un petit peu les dossiers, qui a fait quoi, comment. Puis... il y avait un truc de reconnaissance faciale, donc ils font un faux avec une photo qu'ils ont réussi à choper à l'étape d'avant pour passer, puis un système de fingerprint avec un capteur optique, donc une image ne marche plus, donc ils font un système avec de la colle pour faire un petit peu d'épaisseur, un petit peu de bas-relief, mais donc ça pourrait plus se faire avec un crayon en écrasant, en étant très précis évidemment, ou autre technique, pour arriver à passer ce check d'empreinte avec donc de la colle et du graphite, pour récupérer... je sais même plus, des anciens sites, il faut trouver un moyen de transporter l'empreinte sur le capteur, ok. Il y avait un tutoriel sur le site pour faire ça, donc avec un bâton de colle, le graphite, que voilà. Et voilà. Petite mention sur... en chauffant l'extrémité du bâton de colle, sa surface devient liquide, entre parenthèses, nous commençons à ressentir les effluves de la colle. Bah bravo, ça fait du CTF et ça se drogue. Nous aussi. Puis un système de bombe avec un système de trucs qui clignotent, à désamorcer, avec un peu de random fait en fonction du temps, mais ils ont pu rebooter le coffre, donc choper le temps initial, puis le seed est en fait modulo 10 000, donc modulo 10 secondes, donc ça pouvait largement se brute forcer, ou même se timer bien et s'attaquer, pour trouver la bonne combinaison qui permette de valider, et il y a une bombe dans le coffre, terrible. Et donc... il y a eu des bruitages, il y a eu de la fumée et tout, genre c'est si beau jeu. Puis il coupe les trucs, et il le désamorce, et il chope le fly. Le write-up est incroyable. La compétence de l'équipe est incroyable. Le fait de m'avoir écouté jusqu'au bout, sans prendre d'air, est incroyable. Et, genre juste ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Mais rajouter genre une deuxième ligne là, juste pour dire ce que c'est. Parce que ça a l'air chouette, je veux faire aussi. Voilà, il m'a vraiment laissé sur le cul ce write-up. Ouais, il y a deux questions qui me viennent. Ouais. Les participants, ils ont mis combien de temps pour faire tout de A à Z? Ouais. Et combien de temps il a fallu à la préparation de tout le challenge? Eh bah tu vois, on peut pas répondre à ces questions, on n'a pas les pointeurs, on n'a rien. On n'a pas d'infos supplémentaires. C'est impressionnant. Ouais. Mais bon, disparition inquiétante, point barre. I don't know. T'imagines? Ouais, non, c'était juste pour s'entraîner les uns les autres. On s'est fait un petit système où en fait on
on se fait des challenges de test et on les fait entre amis. Pardon. Un autre truc où je ne suis pas familier, parce que j'ai peu fait d'exploits en .NET et ASP.NET, quelques-uns vite fait, mais genre en une semaine et 2-3 fois par an, c'est dur d'aller vachement loin quand même. Et du coup, là, ils ont ressorti une technique qui est sympa. Où en fait, ils expliquent que même si c'est deprecated depuis 2009, et ben c'est encore utilisé pour du legacy, c'est encore utilisé dans des libs sous-jacentes sans le savoir. Ça a été remplacé par Windows Communication Foundation. Je sais pas trop ce que c'est non plus, mais de toute façon, c'est pas trop là où c'est important. Ce qui est cool, c'est qu'ils disent que globalement, soit il y a moyen de re-enable ce qu'ils appellent .NET Remoting via vraiment un binaire qui va faire le listen en standalone et faire sa life, soit 2IS plus ASP.NET qui peut gérer ce genre de mapping et il y a un petit flag pour activer, désactiver. Et potentiellement, si vous voulez désactiver ce type de handling, il y a des trucs qui peuvent péter. Mais là où c'est cool, c'est qu'en auditant un peu le code et en creusant, ils ont trouvé un moyen de leak des objref. Donc clairement, je le redis, je suis pas ultra chaud en .NET, mais quand on voit la suite de l'article, on se rend compte que voilà, en faisant là l'URL qu'ils veulent utiliser et exploiter, c'est un truc qui s'appelle remote application metadata.rem pour remoting, I guess. Cette chose-là, ils ont vu dans le code que il y avait des paramètres getPost qui étaient pris de la requête pour aller override les verbes en interne. Et est-ce qu'il y a des custom errors? Et donc en gros, là ils se sont amusés à dire on va taper le get en remoting qui n'est pas bloqué parce qu'il fait rien, mais on va aller rewrite le verbe derrière en post histoire d'aller forcer une erreur, parce que c'est pas fait pour être géré comme ça. Vu que ça va générer une erreur, ça va dire let's go, voilà mon pass secret pour accéder. Vous voyez ça un peu comme un objet DCOM si vous faites du low level, ou comme juste une URL unique, vite fait un webbook, mais pas un webbook, mais juste un URL vraiment avec un UID dans l'URL quoi. Et donc ça permet de choper le petit nom magique de cette chose-là qu'elle n'était pas accessible avant, mais vu qu'on l'a fait crasher, elle nous a donné son nom magique. Et maintenant qu'on a son nom magique, en faisant en faisant un post sur l'URL magique, il y a moyen de balancer des commandes et de faire exécuter des trucs. Voilà. On laisse ça là. Est-ce qu'il parle du patch? Oui, il parle du patch. Le patch, c'est juste dire, on a un flag parce que certaines personnes veulent rendre ça possible, mais de base, ce sera disable pour le verb override et custom error override. Mais je trouve ça beau. C'est vraiment le même système, et bien sûr le flag pour le désactiver. C'est le même système que les X-forwarded for, les X-method, tous les trucs qu'on essaye de bloquer un endroit pour les réactiver à un autre endroit, ou pour au pire avoir des frameworks web qui, même quand on l'a bien bloqué de toutes les manières, de tous les headers possibles, côté reverse proxy, vont réimplémenter la feature en mode si tu me donnes un paramètre verbe en query, pas de problème, je le fais. Au hasard, un domaine, un pass et une query. Vous en faites pas, il reste pas autant d'articles que ce que vous voyez. Il doit s'arrêter soon. Il est sorti il y a pas très longtemps. Universal Local Privilege Escalation et un POC, très cher drive, d'une CVE qui est sorti il y a pas longtemps pour les NF table quelque chose de mémoire. Contrôle F table. Les NF tables. Les NF tables que voilà. Concrètement, il y a, suivant les années, suivant la manière dont ça évolue, différentes parties du kernel qui se font vraiment target pour choper des shells, que ce soit pré-haute, post-haute ou des élections de privilèges. Il y a eu pas mal le BPF à sa sortie, il y a eu pas mal les IO-URI, parce que, je vais pas vous dire, je fais pas assez de pod kernel. Et là, il semble qu'il y a quand même une petite trend qui se dégage vers les NF tables. Et donc, à la fois, il y a un POC, et la raison pour laquelle je vais pas m'éterniser dessus, c'est que il couvre énormément de versions kernel. L'exploit est relativement stable. Il couvre énormément de distros. Il y a moyen de le fine-tune pour qu'il en couvre plus. Et il y a de la doc pour expliquer comment il marche. Et le mec, grand seigneur, donne une petite goodies parce que Perl est là sur quasiment toutes les machines Linux de base pour le faire en fileless. Donc faire la récupération, mettre ça directement dans un file descriptor et donc
exec sans avoir le moindre fichier qui touche le file system réel. Donc si vous crachez la machine, vous n'avez pas altéré le file system, ça reboot et tout va bien. Et bien sûr, il a écrit l'article qui va avec. Et la raison pour laquelle ça va aller vite, c'est qu'on ne va pas lire cet article parce que il y a des beaux schémas. Il y a vraiment genre des beaux schémas. Mais il est juste beaucoup trop long. Genre, on prépare des articles chaque semaine, mais j'ai pas le time. Et vu le temps depuis lequel il est dans le backlog, personne n'a le time de lire ça et de comprendre, ingérer et en retirer quelque chose autre que je l'ai lu en une semaine. En tout cas, un peut-être, deux peut-être, trois, c'est sûr que non. Donc il y a celui-là qui est sorti, et il y a celui-là sur les protections hardware du Pixel 8 et de Intel de manière plus... de ARM, pardon, de manière plus générale. MTE de mémoire, c'était... memory tagging quelque chose. Et donc l'idée, c'est de, dès qu'on a de la gestion de mémoire, avoir une petite stack hardware qui va essayer d'aller, à ma compréhension bien sûr, hein, je ne suis pas proponeur, aller taguer la mémoire et dire, si quand on en revient de notre call ou de autre chose, on n'a plus le même tag initialement que initial, c'est qu'on ne fait pas partie d'une liste de callers ou de préfixes validés, et donc ça va hurler à la mort et bloquer ou détecter l'exploitation. Vous voyez ça? Moi, je vois ça pour l'instant un peu comme une shadow stack, mais vraiment don't quote me. Et du coup, c'est quand même, again, un énorme write-up pour du low level avec des beaux schémas qui vous expliquera comment faire ça bien, mais pas présentable proprement en si peu de temps, vous vous en doutez. Un autre de Rémi Matas, donc Raphaël Loeb que je connais pas mais que nous saluons, et Rémi Matas que vous connaissez parce que c'est Remsio et qui est venu quelques fois. Et qui reviendra potentiellement parler de PHP et de bêtises. Là où cet article est chouette, c'est que Remsio est à Sinac, CFReal est à l'Expo. Et les deux ont des fois des sujets un petit peu similaires. Et là, récemment, ça s'est envoyé des flottes genre « Ah, t'as fait cet outil, c'est trop bien. Attends, moi, je vais l'augmenter un peu parce que j'ai un use case qui le nécessaire. » Et pas longtemps après, Remsio qui avait envoyé des fleurs à CF, là, réitère en disant, écoute, on avait une faille, ils auraient pu la passer en blind file read avec l'oracle d'erreur en lecture de fichier PHP. Donc, plein de requêtes avec des PHP filters en blind pour lire un fichier. Et sauf que, il a fait le beau jeu, il a utilisé WrapWrap, donc l'outil développé par CFReal, qui lui a permis, donc faut que je remonte un peu, là. Donc WrapWrap qui a permis de régénérer un début de préfixe et de suffixe JSON valide pour qu'au final, plutôt que d'avoir juste un fichier qui est lu, non lu et qui n'a pas le bon format, on arrive à le replaquer dans un format valide et donc faire une requête égale un fichier. Donc là, on a le cas où ça arrive tout beau encodé, donc on le décode un coup, mais en tout cas, on a réussi à faire une lecture de fichier arbitraire, alors que de base, sa technique à lui marchait déjà avec un blind file read. Il allait juste faire crasher, fonctionner et choper les bytes par byte. Mais il s'est dit, beau jeu, on va utiliser le nouveau tool, on va faire ça propre et payer respect. Et je trouve ça cool. Petite similarité quand même à prendre en compte, c'est comme quand vous avez une injection SQL. Soit vous pouvez faire un boolean-based, un time-based ou autre pour dire est-ce que tu as un A, non un B, non un C, oui, ok, c'est A, c'est B, bref, itérer. Ou alors, vous pouvez vous débrouiller pour réparer le contexte de la requête, faire un union, faire un limit, un order, ce que vous voulez, pour quand même avoir une requête valide, mais qui va quand même donner de la donnée, mais dans le format attendu par le code qui suit cette récupération de données pour le traiter et avoir le résultat affiché dans cette page-là. Encore faut-il que l'output soit affiché et pas juste utilisé dans de la logique. Complètement. Oui, sinon blind et that's the way. Hein. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Glim, qui est sorti et qui est tout récent, tout mignon. Concrètement, je ne connais pas, j'ai pas encore poké, mais j'ai trouvé ça mignon parce que un langage qui a été fait pour être appris en une après-midi et maîtrisé relativement vite, qui s'inspire de plein de choses qu'on aime bien, à savoir, j'avoue, Helm ou Camel, je connais pas assez, Rust, Noise. Le compiler vu comme un assistant qui t'aide et non pas qui te tacle, c'est cool. Ça tourne sur une VM Erlang, donc c'est relativement vu comme stable et battle-tested clairement. Une syntaxe extrêmement minimaliste, et j'aime bien juste j'utilise la donnée, tu vas aller me faire une récupération de JSON.
j'utilise la donnée qui a été pour récupérer une personne dans la DB. Genre, c'est tellement concis à lire, et même les codes de réponse, genre ça a l'air, à mon sens, suffisamment minimaliste pour qu'il y ait une manière de faire les choses, et ils y sont attachés, ils le disent plus haut, et surtout pour que ce soit, comment dire, un peu anti-bloatware, et ils le revendiquent aussi, dans le sens où productivity for Gleam users, nous ne voulons pas introduire ni de breaking change, bien sûr, mais on va aussi éviter le code bloating, où ils veulent vraiment garder un truc le plus minimaliste, efficace possible, et c'est suffisamment, à mon sens, précis pour qu'il y ait peu de manières de se craquer. Au pire, il y aura des hiders, au pire... Bon, après, c'est qu'un Hello World, hein, clairement, faut pas que je... pas parler trop tôt. Et toujours est-il, ils disent on est battle tested, on est prêt pour de la prod, let's go, la vraie release 1.0, à un ou deux détails près qui sont que... J'ai oublié la GitHub. Je pensais que ça allait être un peu petit, mais en fait, il y a déjà beaucoup de contributeurs, il y a déjà énormément de commits, il y a déjà beaucoup de stars, donc ça a l'air d'être une petite pépite fraîchement release, et il faudrait voir ce qu'on peut faire de chouette avec. Après, est-ce que c'est pas yet another language ? Très tôt pour le dire. Et par contre, clairement, ils ont un souci de sponsorship, parce qu'ils ont 50% par fly.io, donc tant que ça marche, c'est cool. Et si le sponsorship part, il va falloir vite réagir. Genre vite. Outil d'un viewer. Mr. Rootsec, qui fait partie de la commu, qui avait partagé ça. La musique est en train de me buter. Qui a pris une petite balle d'ailleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Justement, ça a été pris comme tel et je trouvais ça... désolé déjà si c'était pris comme tel. Et c'était pas le but. Mais c'est vraiment une manière de faire dans le sens où faire un outil pour faire de la visualisation comme ça de subdomaine, c'est bien fonctionnel et si ça match des use cases, feu. Mais je suis un peu sceptique quant à l'utilisation du temps de cette personne fort sympathique. Parce que si on a déjà plein de domaines, on peut se débrouiller pour les formater ou se faire un petit coup de bash kung fu GQ pour avoir un JSON propre de toute cette donnée. Là, en l'occurrence, c'était juste une liste de subdomaines. Et une fois qu'on a converti cet objet en JSON, plutôt que de recoder un outil pour visualiser ça, on peut juste bénéficier de tout l'écosystème déjà présent d'outils qui permettent de visualiser des JSON, des graphes, des choses comme ça. Donc autant j'aime bien l'outil et l'approche parce que voir de la donnée rendered comme ça, c'est vachement plus cool pour comprendre, pour se faire une idée de ce qu'on manipule en face qu'une liste. En revanche, est-ce que faire un outil dédié à ça plutôt qu'un petit bout de wrapper pour rendre ça dans un format compatible? Ouais, je sais pas. Et pour le coup, là où tu parles de balle perdue, à mon sens, c'était plus même pas du troll en fait. C'est juste que quand je fais du scan ou que je chasse un peu, j'ai tendance à m'organiser par sous-domaine de chasse. Et du coup, faire juste dans un terminal un T2 donne déjà, ou en tout cas un tri-L2, donne déjà ce type de structure qui permet de se faire une représentation. Et autre manière de le voir, si on se fait un alias max full screen, si on se fait un i3 message get tree, que voilà, on a déjà un maxi JSON. Et donc on pourrait, on va dire, avoir nos systèmes de domaines, sous-domaines comme ça. On va voir qu'il y a des outils qui permettent à la fois de visualiser, à la fois de le manipuler. Donc là, un petit dernier qui vient de sortir, c'est JNV. Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a l'installation Biz plugin ls, je vais y arriver, ls remote pipe grep -i JNV. Yes, il est installable via Miz. Donc c'est ce que j'ai dû faire, je pense. Pas du tout. Miz use, non. Plugin add JNV, yes, et Miz use JNV at latest. On a JNV, on JNV-h, fine. Et du coup, on va pouvoir reprendre notre petit pipe message tree machin, piper ça dans JNV, et là, on peut directement commencer à se balader. Il y a, il me semble, c'est... Alors, faut que je relise, il y a quand même pas mal de petits shortcuts à apprendre et je suis pas encore familier. Qui sont les suivants. Collapse JSON, c'était CTRL-N ou CTRL-P, mais ça c'est tous. Et derrière, en fait, l'idée c'est juste de pouvoir taper des choses et les fuzzy find. Donc par exemple, on veut la racine, puis nos nodes, ok.
Et là, bah, nos nodes, on veut point, on veut faire du tap-tap et juste dire, bah, notre node 0, bah, on peut re-regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a des règles, des focus, des marques, des borders, et donc on peut vraiment itérer dans tous les objets et continuer à avancer. Donc si on repart sur, en majuscule, nodes, et là on peut commencer vraiment à déballer un objet comme ça. Bon, le graphe JSON de i3 est tellement des nodes dans des nodes dans des nodes que c'est pas le plus adapté, mais en tout cas ça permet de se faire nos petits filtres. Mais même si celui-là marche bien, et donc c'est un qui est sorti très, très récemment de mémoire. Voilà, il y a quelques semaines, donc je voulais en parler parce que l'approche est sympa d'avoir du fuzzy find, de pouvoir toggle à la volée certains bouts de JSON. Donc là, ce serait toggle des sous-domaines dans son cas. Mais on n'oublie pas les vrais, à savoir ça, pipe, fast, gron, pipe, LZF. Je vais y arriver, pipe, LZF, pipe, copy. On a tous les passes, donc là on peut faire blablabla, par exemple OBS, et voir tout ce qui est en lien avec OBS, faire un petit entrée, et là je l'ai déjà dans la clipboard et on a déjà le pass. Donc refaire ça, JQ-R, notre filtre, et bien sûr que sur la clé, parce qu'on ne veut pas toute la valeur, et sans le point JSON de préfixe, que voilà. Et là on a réussi à extraire une donnée précise avec un pass qui aurait été ultra chiant à chercher à la main. Il y a des outils gratuits qui permettent de faire ça, mais la plupart, à ma connaissance, sont payants, donc chiants. Mais juste, soit du JNV, soit du JQ, soit du cron, soit du fastgron, qui permet aussi de ungron, parce que j'en ai pas parlé, mais je trouve ça incroyable. Si vous faites du fastgron, vous avez plein de choses, mais vous pouvez du coup pipe grep sur, par exemple, tout ce qui est en lien avec OBS. Donc là, on avait vraiment grep-if, pardon, sur OBS, donc on n'a plus que 4 trucs. Et derrière, vous pouvez fast gron, ungron, et vous récupérez un beau JSON avec que les informations qui sont liées à ce que vous faites. Bref, il y a plein de micmacs à faire, mais à mon sens, mettre la donnée au bon format, puis utiliser des outils de visualisation, sera quand même plus opti que essayer de créer un visualiseur pour chaque format, quoi, pour chaque use case. Et last but not least, j'aimerais vous lâcher sur le fait que la CI de l'Ubuntu fonctionne bien depuis une semaine. De temps en temps, ça chope des sites dont les domaines ne sont pas renouvelés ou en tout cas des choses sur lesquelles on dépend en tant que maintainer et sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle. N'empêche que ça ronronne depuis 2 semaines, depuis que c'était mis en place. Ça a permis d'avoir des changements adoptés et testés vachement plus vite. Donc je suis content et j'avais envie de vous dire que j'étais content. Et voilà, est-ce que vous êtes contents, messieurs ? Tout le monde est content. Excellent. Je vous ai repassé en facecam. Il faut qu'on se fasse un petit mot de la fin. Tradition que j'ai assez peu gardée finalement. Est-ce que vous avez envie de tirer un truc ? C'est pour Nagarian. Ouais, je pense. Hein. Qui a été... Vraiment, ça me régale parce que des maintainers qui sont qui sont déjà OK pour venir récupérer des failles, remonter en live et surtout ne pas prendre ça comme on va me cracher dessus, mais plutôt comme let's go, on va apprendre des trucs et genre peu de monde aurait accepté de venir se manger des remontées de bugs en live et je trouve ça beau jeu, très beau jeu. Encore une fois, pour moi, je préfère me les prendre en live là que en live lors du CTF, clairement. Ouais, mais ça aurait pu être vas-y fais ton audit, mais je veux que tu me les remontes en amont ou que s'il y en a des moches on les taise ou il y a remonte-nous les trucs, on s'arrange, voire on te lâche un billet et on achète ton silence. C'est un peu la norme en sécu. Ouais. Donc ok, on est au-dessus de ça, t'es pas un vendor, tu vois, mais après, mais c'est ça, le truc, c'est que ça reste un projet associatif, de mon point de vue. Et le but, c'est justement que ça le reste associatif. Et l'objectif, c'est pas de s'enrichir ou quoi que ce soit. C'est de partager de la connaissance et d'essayer de... On va pas dire rendre le monde meilleur, ce serait un peu abusé, mais essayer de progresser tous ensemble. Ouais, ça fait plaisir, justement. En tout cas, moi, je me suis bien fait plaisir en testant ça. J'ai appris des trucs. Je pense qu'on va encore apprendre des trucs au patch time. Viewer, vieweuse, si vous avez envie de regarder un petit peu, de faire du recheck de patch, welcome, vraiment welcome. Et sur ce, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Petit rappel, je mets le Linktree dans le chat, go rejoindre le Discord où on papote, des fois, pas ce soir je pense, mais des fois on reste 1, 2, 3 heures à discuter, même post-stream en non-record, histoire de s'amuser, d'avoir un peu plus d'échanges
vocale bidirectionnelle. Donc viendez, partagez le stream avec des potes si vous aimez ça, et passez une très bonne soirée. Salut. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous.